Bonjour, vous m'avez posé des questions sur la thérapie par mouvement oculaire. Donc c'est un dérivé de l'EMDR, Eyes Movement Desensibilization and Reprogrammation. Donc c'est les mouvements oculaires de sensibilisation et reprogrammation. Mais moi aujourd'hui je vais vous parler thérapie par mouvement oculaire. Donc ce qui est très important peut-être c'est de redresser le contexte. Donc c'est un outil qui a été popularisé pour la gestion des chocs post-traumatiques et aujourd'hui qu'on utilise de manière générale aussi pour retrouver certains types de douleurs chroniques, le mal-être, la culpabilité, les angoisses, le deuil, ou quand tout va bien dans la vie et que malgré tout on a des sentiments de tristesse qu'on ne comprend pas, par exemple. Moi dans mon cas je l'ai fait suite à une rupture amoureuse, donc on peut l'utiliser comme outil pour chercher à mieux se comprendre et d'où viennent certains sentiments qui nous dépassent. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre un peu comment on fonctionne en tant qu'être humain. Et au niveau de la philosophie, les stoïques nous avaient raconté déjà des choses intéressantes, puisqu'ils disaient que il arrivait quelque chose dans la vie des individus, et s'il arrivait la même chose à deux personnes, une personne peut mal le vivre, une personne bien le vivre. Ce qui montre que ce n'est pas tant ce qui arrive aux gens que, voilà, que ce qui se passe à l'intérieur d'eux qui va faire que le même événement va être mal vécu ou être bien vécu. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu comment on pourrait fonctionner et pourquoi ce type de démarche apporte un soulagement par rapport à tous ces traumatismes. Donc, par rapport à ça, je vais raconter une petite anecdote. Imaginons on sort dans la rue, on rencontre deux personnes qu'on ne connaît pas, et on dit à l'une, toi t'es con, et à l'autre, toi t'es con. Et la première veut vous mettre un coup de boule, et la deuxième, elle dit, mais pourquoi tu dis ça? Le fait est, c'est que peut-être, inconsciemment, une des deux personnes pense d'elle-même qu'elle est conne, et ça lui fait du mal. Et quand on lui dit, on appuie sur là où ça lui fait mal. Que l'autre personne, en fait, c'est pas un problème pour elle, et donc ça lui fait pas mal quand on lui dit. Et on pourra arriver à la conclusion que ce qui nous blesse nous renseigne, c'est-à-dire que tout ce qui nous fait mal, toutes nos blessures, nous renseignent non pas sur le monde en dehors de nous, mais nous renseignent sur la manière dont nous, on se perçoit et on se juge inconsciemment peut-être. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut le voir, moi par exemple, longtemps j'étais workaholic, c'est-à-dire c'est les gens qui cherchent qui travaillent énormément, et peut-être qu'on peut se dire que quand on est workaholic, on cherche à se convaincre nous-mêmes qu'on vaut quelque chose. Toi, on est sur quelque chose au niveau de l'estime. Comment on pourrait voir ça? Il y a beaucoup de métiers où je pensais à ça. Et puis un célèbre acteur qui dit bah, j'ai tout eu et puis il dit aujourd'hui bah, et je suis dépressif et je suis malheureux. Mais peut-être qu'en fait il ne regarde pas les choses de la bonne manière. C'est parce que en fait cette personne était malheureuse et avait une mauvaise estime d'elle-même que ça l'a poussé à faire beaucoup de choses. Et une fois qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, ça n'a pas réparé sa blessure. Et donc, comment on pourrait modéliser ça de manière un peu plus généraliste? Et bien, on pourrait se dire que on cherche à avoir une satisfaction au niveau de notre cerveau. Donc, on a des mécanismes de récompense, de plaisir au niveau du cerveau. Quand on a plus ce plaisir, on est en état de manque. Quand on est en état de manque, ça crée le désir, et le désir nous pousse à l'action pour avoir du plaisir. Mais si on a eu un traumatisme à un moment donné, et ben en fait on n'est pas dans le désir, on est dans le besoin. Et parfois on se ment à nous-mêmes, on croit qu'on fait les choses par désir, mais en fait on les fait par besoin. Et plus on fait les choses, en fait ça ne répare pas la situation initiale. Et donc malheureusement on peut s'en donner, mais comme on ne se donne pas suffisamment d'amour à soi-même ou d'estime à soi-même, ben, on n'est pas satisfait à la fin. Et donc, comment marche cet outil thérapie par mouvement oculaire? Donc, en général, quand quelqu'un vient nous voir, il y a un événement qui a pu le marquer. Ça, c'est plutôt sur le choc post-traumatique. Et sinon, on va chercher à comprendre d'où ça vient. Donc au final, il y a plusieurs éléments qui sont liés, et on part d'un des éléments pour essayer de retrouver le reste. Donc imaginons que quelqu'un vienne parce que quelque chose l'a traumatisé, et en plus, ce qui est important, c'est qu'on ne juge pas ce qui est arrivé, c'est-à-dire que c'est un ressenti. On sait aujourd'hui que la mémoire est un processus actif, et notamment
peut-être que c'est pas totalement comme ça que les choses sont passées, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est la manière dont les gens ont ressenti. Si on fait un cauchemar et que ce cauchemar nous a traumatisés, ça va être vrai pour nous. Voilà, donc ça c'est important. Donc on a, on va dire une image, mais ça peut être un bruit, ça peut être, enfin, c'est quelque chose qui est ancré dans notre mémoire, qui est arrivé à un moment, ou une scène par exemple. Et à ça, en fait, quand on va y repenser, tout de suite on va être pris, c'est-à-dire qu'il y a un ressenti, une émotion, et donc qui peut être même très 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 forte dans certains cas. Donc on a une situation, une image ancrée dans la mémoire, un ressenti, une émotion. Et donc comme on l'a vu, ce ressenti et cette émotion, c'est lié à un jugement de soi négatif. C'est-à-dire que à ce moment-là, inconsciemment, on s'est jugé de manière très négative. On s'est dit des choses vraiment pas gentilles. Et c'est aussi tout l'intérêt de travailler avec un thérapeute, parce que très souvent, on est une tâche aveugle à nous-mêmes et on se raconte des histoires, on rationalise les choses. Parce qu'on ne veut pas se dire ce qui nous fait du mal, là on se fait du mal. Donc et voilà, et si on mettait tout le monde dans une pièce, on avait plein de personnes autour de nous qui racontent une histoire, peut-être que le problème va devenir évident pour tout le monde et pas pour nous. Moi par exemple, quand j'ai raconté mon histoire, ça paraît idiot, hein, donc amoureuse, tout le monde voyait c'était quoi le sujet, sauf moi. Voilà. Et parce qu'on voilà, on peut pas, on a du mal à s'avouer les choses à nous-mêmes. Et donc ça fait partie de la démarche de comprendre comme on a pu juger négativement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, si on s'est jugé de manière très négative, donc on a une pensée de soi négative, ça veut dire qu'on n'a pas eu le contraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de pensée positive de soi. Et tout l'intérêt est de comprendre ce qu'on ne pense pas de nous, ce qu'on ne croit pas de nous. Et on va chercher à comprendre qu'est-ce que j'aurais dû penser de moi, qu'est-ce que je devrais penser de moi, pour que si la situation m'arrive à nouveau, ça ne me touche plus, puisque on l'a vu avec l'histoire de si on ne pense pas qu'on est con, quelqu'un qui nous dit qu'on est con, ça ne nous touche pas. Et ça se passe à ce niveau-là. Donc il faut chercher à comprendre ce qu'on ne croit pas de nous-mêmes, ce qu'on ne pense pas de nous-mêmes. Voilà. La dernière partie, ça va être lié au corps. On peut avoir aussi une expérience où on va la sentir dans des zones du corps. Donc j'ai lu assez peu de choses sur le corps, mais pour l'avoir expérimenté, parce que je suis aussi thérapeute manuel, c'est assez intéressant parce que parfois on se rend compte que certains traumatismes voilà, qui touchent sur plutôt les émotions des personnes, on se rend compte qu'en les libérant, on peut libérer des zones du corps et travailler plus en profondeur. Et donc on voit le fort lien corps-esprit chez les personnes. Il ne faut jamais regarder un individu que sous l'un seul angle, parce qu'on a beaucoup de dimensions, et il faut essayer de traiter toutes les dimensions de l'être. Et donc comment ça marche? Alors, comment ça marche? On raconte beaucoup d'histoires, je ne sais pas si on sait exactement comment ça marche. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vu que ça marchait, ça a des résultats, en tout cas dans certains cas, c'est plutôt bien documenté. Parce que voilà, donc comment ça se passe? Donc vous avez compris, thérapie par mouvement oculaire, on fait bouger les yeux quelque part. Donc l'idée, c'est que on a donc trouvé une image, donc on a la mémoire qui est activée, et il faut imaginer que peut-être ce qui nous est arrivé, pourquoi c'est ancré dans la mémoire, c'est parce qu'il y a donc une émotion, un ressenti très fort, et ça a ancré ça dans la mémoire. Et vous savez que toutes les nuits, on dort et on peut revivre certaines choses. Et imaginons que en fait ça a été ancré en nous, et c'est pour ça d'ailleurs des fois on est surpris nous-mêmes, on se souvient d'histoires qui sont arrivées il y a très 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 longtemps, et alors qu'en fait, ah ouais tiens, j'avais complètement oublié ça, et en fait cette histoire elle est toujours là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, comme on a compris, l'émotion elle est liée à une image négative de soi, mais en fait, on a compris maintenant qu'il n'y avait aucune raison de s'auto-flageller, qu'on aurait pu avoir une image positive de soi. Et donc, le travail de digestion qu'on peut faire, donc il y a des personnes qui disent que l'histoire, c'est que on a constaté que quand les gens dormaient, ils avaient les yeux qui bougeaient dans certaines phases du sommeil. Donc l'idée, c'était de réactiver des zones du cerveau de la même manière. Donc on a remis de l'émotion, on a une image, sauf que cette fois-ci, on sait ce qu'on aurait dû penser de nous-mêmes pour ne pas souffrir. Et en allant chercher, activer les zones du cerveau avec les mouvements oculaires, et d'ailleurs on se rend compte que quand on le fait, parfois il y a des personnes qui ne veulent pas aller dans certains endroits, donc on force le regard, parce que c'est comme s'il y a des zones où on ne voulait pas aller voir,
Et c'est comme si le cerveau il avait le choix entre, voilà, j'ai vécu quelque chose, il y a la version sympa et la version pas sympa. Et bien le cerveau en général fait bien les choses et prend la version sympa, parce qu'on a trouvé au final, c'est pas qu'il fait bien les choses, c'est que si on a trouvé l'explication de pourquoi on se faisait du mal, on a trouvé aussi l'explication de comment se faire du bien. Et une fois qu'on a compris ce qu'on a dû penser de nous-mêmes, le cerveau prend cette nouvelle interprétation. Donc moi, dans mon cas, quand j'ai suivi ce type de thérapie, du jour au lendemain, il y a des choses que je ne comprenais pas dans ma vie, où tout se passait bien, j'avais toujours des nuages noirs, paf, les choses ont changé. Alors des fois, c'est pas aussi flagrant, mais voilà, c'est très intéressant, donc c'est un outil auquel on ne pense pas forcément. Donc voilà, comme tout outil, ça demande de le comprendre, et il y a tout ce travail d'investigation, de comprendre pourquoi on a pu avoir certaines pensées. Donc des fois c'est plus compliqué le travail, parce que les gens viennent avec moi j'ai certaines émotions, un certain ressenti. Par exemple, il y a des gens qui viennent, je suis tout le temps en colère, et donc il faut à partir de là chercher à comprendre depuis quand ça date, et puis comprendre la pensée négative de soi qu'il aurait pu avoir, et qu'est-ce qu'il faut avoir comme pensée positive. Donc voilà, ça se passe un petit peu à ce niveau-là. Donc j'espère que j'ai répondu à vos interrogations, et que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc vous pouvez aller voir mon site internet tendrespirer.fr, et je présente aussi d'autres approches thérapeutiques et que je continue de compléter dans le temps.